Bonjour à vous tous, et dans cette nouvelle vidéo, je vais faire avec vous la deuxième partie du chapitre statique et solide, à savoir le principe fondamental de la statique. Bon, je rappelle aussi qu'on avait déjà vu dans la première partie de ce chapitre la modélisation des actions mécaniques. Je suppose que vous avez déjà lu le cours que je vous ai envoyé, c'est un cours détaillé avec les applications corrigées. Et maintenant, à travers cet exposé, je vais vous faire un résumé sur les choses les plus importantes qu'il faut retenir. Et de plus, je vais refaire avec vous les applications traitées dans le cours. Voilà, je vais commencer. Première notion, ce qu'on va voir, ou plutôt, bon, la première chose, c'est la définition de l'équilibre. Bon, on dirait qu'un ensemble matériel en équilibre, bon, je dis ensemble matériel, ça peut être déformable ou indéformable, peu importe. On va le considérer en équilibre par rapport à un repère R, si au cours du temps, la position de chaque point de E, elle reste fixe par rapport à notre repère R. Bon, c'est une définition qui est assez simple, mais il faut faire attention. Ici, on parle de l'équilibre statique, parce qu'il y a aussi la notion d'équilibre dynamique, mais ça sort du cadre de ce chapitre. Donc, on parle ici d'un équilibre statique, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, les choses sont fixes par rapport au repère d'étude. Voilà, puis je vais maintenant énoncer le principe fondamental de la statique. Bon, vous avez ici son énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe au moins un repère galiléen tel que pour tout sous-ensemble E de l'ensemble matériel grand E en équilibre par rapport à ce repère, le torseur associé aux actions mécaniques extérieures à cette sous-ensemble soit nul. Bon, c'est une façon d'énoncer ce principe, sinon il y a une façon plus simple, sous forme d'équation. Voilà l'énoncé qui s'il dit, quel que soit un sous-ensemble E de l'ensemble grand E, bon, qui est bien sûr supposé en équilibre, le torseur d'action mécanique extérieure à E sur E soit nul. Bon, le E bar ici, la notation c'est pour désigner ce qui est extérieur à E. Il faut aussi savoir que ici c'est une écriture qui est condensée. Bon, ça veut dire que c'est tout ce qui est extérieur à E sur l'ensemble E. Voilà, donc ça c'est l'énoncé du principe fondamental de la statique. Bon, maintenant on va voir ce qu'on appelle les théorèmes généraux de la statique. Il y a deux théorèmes qui sont issus directement du principe fondamental de la statique. Bon, je rappelle le PFS, il disait que le torseur d'action mécanique extérieure à un ensemble à l'équilibre est nul. Bon, si je remonte aux éléments de réduction, j'aurai donc la résultante des actions extérieures et le moment des actions extérieures sur l'ensemble à l'équilibre. Les deux vont être égales au vecteur nul. Vous pouvez donc remarquer qu'à partir du PFS, on va obtenir deux équations vectorielles. Première équation qu'on appelle le théorème de la résultante statique et qu'on va désigner souvent par le terme TRS. Il fournit trois équations scalaires si on fait la projection dans un repère. Bon, l'écriture, c'est la résultante des actions extérieures à un ensemble à l'équilibre égale au vecteur nul. Deuxième équation qu'on va appeler le théorème du moment statique et qu'on va aussi désigner par le terme TMS qui fournit à son tour trois équations scalaires si on fait donc la projection dans un repère et qu'on va écrire tout simplement par le moment résultant des actions mécaniques extérieures à un ensemble à l'équilibre égal au vecteur nul. Vous pouvez remarquer aussi que c'est vrai pour n'importe quel point. Donc, ça c'est toujours vrai pour un ensemble à l'équilibre quel que soit le point de calcul. Il reste finalement un dernier théorème à énoncer, c'est ce qu'on appelle le théorème des actions mutuelles. Donc si vous avez un ensemble à l'équilibre constitué d'un ensemble E1 et un ensemble E2, bon, qu'est-ce qu'il dit ce théorème des actions mutuelles? L'action de E1 sur l'action de E2 est opposée à l'action de E2 sur l'action de E1. Bon, la démonstration de ce théorème, vous pouvez la retrouver sur le cours. Bon, maintenant je vais voir avec vous la démarche de résolution d'un problème de la statique. Bon, je rappelle, la statique c'est l'étude des solides à l'équilibre. Et un équilibre, bien sûr, c'est tout simplement l'effet d'une action mécanique. Bon, les problèmes qu'on va rencontrer, ça va être toujours autour de ça, autour de cette relation entre action mécanique et équilibre. Je donne ici un exemple de démarche qu'on peut adopter pour résoudre un problème de statique. Bon, c'est sous forme d'étapes. Première étape, c'est de faire un schéma d'analyse. Bon, un schéma d'analyse, c'est tout simplement un graphe de liaison sur lequel on ajoute des actions mécaniques.
Et puis on passe à l'étape suivante qui est le fait d'isoler une partie du système ou tout le système. Bon, normalement il va y avoir plusieurs options qu'on peut faire lorsqu'on va essayer d'isoler. Bon, on commence par un premier choix, on fait un isolement. Et puis on applique notre PFS, le principe fondamental de la statique, sur l'ensemble isolé. Et puis on essaie de résoudre le système analytiquement, puisque le PFS il va fournir des équations. Et on essaie de voir est-ce que le nombre d'équations qu'on a obtenu est suffisant pour déterminer toutes les inconnues du problème. Si le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus, ça veut dire que le problème est résolu. C'est bon. Sinon, si le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnus, ça veut dire qu'il faut obtenir plus d'équations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la deuxième étape. On considère notre isolement. Une partie du système, ça peut être un sous-ensemble. Ça peut être tout le système, si on n'a pas encore fait ce choix. On applique le PFS à nouveau, on obtient des équations, on essaye de voir est-ce que le problème est résoluble ou non. Et puis on refait ça, on le refait jusqu'à ce que le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. Et finalement, on résout notre problème. Il y a aussi donc la façon, ici, lorsqu'on va résoudre un problème de statique, on peut le faire soit d'une façon analytique, soit d'une façon graphique. Bon, la façon graphique, ça on va le voir dans une autre partie. Je vais revenir maintenant aux applications du cours. Première application, c'est l'étude d'un portique. Il s'agit ici d'un problème dans l'espace, puisqu'il n'existe pas de plan de symétrie. On avait déjà discuté ça, lorsqu'il existe un plan de symétrie, on peut considérer un problème comme problème plan. Bon, vous pouvez revenir à la première partie du chapitre statique des solides pour lire davantage sur la modélisation plane. Maintenant, je reviens ici sur ce problème. Vous avez des hypothèses. On considère que les liaisons sont parfaites, les poids sont négligés. Et on dit de plus que sur le solide 1, il y a une action mécanique P modélisée par ce torseur. Bon, c'est au point C, ça peut être par exemple un pas là. Bon, vous pouvez remarquer que cette action mécanique est modélisée par un glisseur, puisqu'il existe un point où le moment est nul. Et vous avez ici l'expression de sa résultante. La problématique dans cette application, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à déterminer, c'est tout simplement les inconnus de liaison. Bon, si on fait le bilan, vous avez trois liaisons. Vous avez liaison pivot ici, liaison reçue ici, liaison reçue ici. Donc entre 0 et 1, vous avez une liaison pivot, donc le torseur d'axe mécanique. Donc, vous pouvez remarquer que c'est une liaison pivot d'axe OX, donc le moment elle est forcément nul suivant l'axe OX. Et puis les autres composantes, elles peuvent être non nulles. Entre 1 et 2, vous avez une liaison rotule de centre B. Donc le moment elle est forcément nul au point B. Et les autres composantes de la résultante, elles peuvent être non nulles. Donc entre 0 et 2, c'est aussi une liaison rotule, donc il va avoir la même forme que celle-là, mais à condition que ici c'est valable au centre de la liaison, qui ici c'est le point A. Bon, comment déduire la forme des torseurs, ça on l'avait déjà vu dans la première partie du chapitre statique des solides. Voilà, donc ça c'est la problématique, c'est la détermination de ces différents inconnus de liaison. Et comment on va faire? Bien sûr, c'est tout simplement en adoptant la démarche que j'ai déjà énoncée. On va essayer de suivre étape par étape et voir comment on va chercher ces différents inconnus de liaison. Avant de commencer, il faut faire un bilan. Vous voyez que ici, entre 0 et 1, il y a 5 inconnus. Entre 1 et 2, vous avez 3 inconnus. Entre 0 et 2, vous avez 3 inconnus. Donc ça fait au total 11 inconnus. C'est-à-dire qu'il faut appliquer le PFS au moins 2 fois pour obtenir des équations suffisantes et résoudre notre système. Parce qu'un PFS, il va fournir ces équations. Et puis donc un seul PFS n'est pas suffisant pour déterminer tous ces inconnus. Donc il faut l'appliquer au moins 2 fois et on va obtenir ces équations. Et parmi ces, on va obtenir 12 équations, pardon. Et parmi ces 12 équations, ils peuvent avoir des équations non significatives. Donc on ne sait pas si ces 12 équations vont être suffisantes ou non. Donc au moins on va l'appliquer 2 fois. Si on obtient assez d'équations significatives, c'est bon.
Bah, sinon il faut l'appliquer une troisième fois et ainsi de suite. Voilà, on va commencer par la première étape qui est un schéma d'analyse. Bon, j'ai dit qu'un schéma d'analyse, c'est un graphe de liaison. Bon, vous faites le graphe de liaison de notre mécanisme et vous ajoutez les actions mécaniques sur notre système. Bon, puisque le poids est négligé, il n'y a que l'action que j'ai notée ici par P qui s'applique sur le solide 1. Bon, si les points ne sont pas négligés, il fallait aussi ajouter la pesanteur qui va être appliquée sur 1 et sur 2. Voilà, donc une fois on fait le schéma d'analyse, la deuxième étape, c'est de faire des isolements pour obtenir des équations. J'ai dit qu'au moins il faut appliquer le PFS deux fois. Donc il faut au moins faire deux isolements pour appliquer le PFS. Les isolements possibles, à noter, je peux par exemple isoler 1. Je peux par exemple isoler 2. Je peux par exemple isoler 1 plus 2. Mais je ne peux pas isoler le Vachi 0, à part si vous voulez isoler la Terre. Donc les isolements possibles qui restent, c'est 1, 2 ou bien 1 plus 2. Et à retenir qu'on n'isole jamais le Vachi. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des isolements, on va obtenir des équations et une fois on obtient assez d'équations pour résoudre notre système, on va s'arrêter, on va calculer les différents inconnus. Maintenant, je vais commencer par isoler 2. Vous pouvez aussi commencer par isoler 1 ou commencer par isoler 1 plus 2. Bon, vous êtes libre dans ce choix. Si j'isole 2, vous pouvez l'encercler sur le schéma d'analyse et puis l'intersection, ça vous donne les actions mécaniques extérieures. Donc, vous pouvez remarquer que qu'est-ce qui est extérieur à 2, vous avez l'action de 0 sur 2 dans cette intersection. Et dans cette intersection, vous pouvez remarquer c'est l'action de 1 sur 2. Voilà, une fois vous isolez, vous appliquez le PFS. Bon, le PFS qui s'il dit, pour 2, le torseur d'action extérieur à 2 sur 2 égale torseur nul. Bon, si je détaille ce qui est extérieur à 2, on avait dit c'est 0 sur 2 et l'action de 1 sur 2. Bon, maintenant, lorsque je somme des torseurs, il faut choisir un point de réduction, c'est-à-dire est-ce qu'on va calculer en A, en B, en C, en O. Bon, ici, on sait que entre 0 et 2, il y a une liaison rotule, on connaît la forme au point A. Et entre 1 et 2, c'est une liaison rotule en B, donc on connaît la forme des torseurs en B. Donc soit on va choisir le point A, soit le point B comme point de calcul. Donc si je choisis le point A par exemple, donc je vais dire que c'est la somme des torseurs réduits au point A égale au torseur nul. Donc 0 sur 2 au point A, vous connaissez déjà la forme de ce torseur. Mais par contre 1 sur 2, on connaît la forme au point B. Et pour l'avoir au point A, il faut faire un champ de moment. Donc le champ de moment, donc j'aurai besoin de calculer le moment au point A de l'action 1 sur 2. Donc si j'utilise le champ de moment, ça va être le moment au point B plus AB vectoriel, la résultante. Dans le moment au point B, donc c'est rotule en B, ça veut dire que le moment est nul au point B, donc ce terme est nul. AB, vous pouvez l'obtenir à partir des données géométriques, donc c'est le vecteur AO plus OB. Et la résultante, donc pour la liaison rotule en B, il y a les trois composants. Donc si je remplace, vous aurez donc le vecteur AB vectoriel, la résultante. Et puis il reste un calcul à faire, donc des produits vectoriels. Donc on développe jusqu'à avoir donc l'expression finale du moment au point A. Maintenant, une fois on a écrit le PFS et une fois on a les différentes données nécessaires, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à traduire le PFS par les deux équations vectorielles. Première qu'on avait appelée le théorème de la résultante statique. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La somme des résultantes égale le vecteur nul. Et puis, il faut faire les trois projections dans l'espace pour obtenir les trois équations scalaires. Donc les trois projections pour la première résultante, donc ça donne x02, y02, z02. Et les trois projections pour la deuxième résultante, ça donne x12, y12 et z12. Donc le TRS, il nous fournit trois équations scalaires. Et puis on fait le TMS. Donc ici il dit que la somme des moments égale le vecteur nul. Bon, les moments maintenant,
On a choisi comme point le point A, donc ça on le connaît déjà, et ça on l'avait calculé par champ de moment. Il suffit maintenant de faire les projections. Bon, le moment au point A de l'action de 0 sur 2, bon, c'est rotule en A, ça veut dire que le moment est nul en A, donc 0 pour les trois projections. Et le moment au point A de 1 sur 2, ça on avait déjà calculé son expression, donc si je fais les trois projections, donc vous allez obtenir donc ces trois termes. Voilà, maintenant si je fais le bilan, vous pouvez remarquer que ici, pour le TRS, il fournit trois équations, et que le TMS, il fournit trois équations. Mais parmi ces trois équations, il y a que des équations significatives. Bon, ça c'est exploitable, ça c'est exploitable. Mais cette équation, bon, ça donne le même résultat que cette équation. Donc au total, on n'a que 5 équations significatives. Bon, vous voyez, normalement le PFS, il fournit 6 équations. Mais c'est pas toujours qu'on va obtenir 6 équations significatives. Bon, des fois, on obtient des équations non significatives. Bon, ici, ces deux équations, ils donnent le même résultat. Il implique que x1,2 égale à 0. Donc, en bilan, le PFS appliqué sur le sous-ensemble 2, il nous fournit 5 équations significatives. Bon, lorsque je dis significatif, ça veut dire que ce sont des équations utiles dans la détermination des inconnus. Donc, si je résume, donc à partir des équations qu'on avait obtenues, on déduit x1,2 égale à 0, première équation, deuxième équation x0,2 égale à 0, troisième équation, quatrième et cinquième équation. Donc ça, c'est le premier isolement. Maintenant, il nous faut un deuxième isolement pour obtenir plus d'équations. Il nous reste soit d'isoler 1, soit d'isoler 1 plus 2. Donc, vous êtes libre dans ce choix. Je vais prendre le cas d'isolement de 1 et je vais appliquer le PFS. Bon, vous pouvez donc encadrer 1 sur le schéma pour avoir les actions extérieures. Vous allez avoir comme action extérieure l'action de 0 sur 1, ici, et l'action de 2 sur 1, et l'action de P sur 1. Et puis ici, il faut choisir un point pour réduire le torseur. Bon, 0 sur 1, c'est un torseur, quand on connaît sa forme, ou un point de l'axe OX. Donc on connaît sa forme, point O. 2 sur 1, c'est rotule en P, donc on connaît la forme au point P. Et P sur 1, c'est un torseur qui est modélisé au point C. Donc je peux choisir soit le point O comme point de calcul, soit le point B, soit le point C. On va prendre le cas par exemple du point O. J'aurai besoin de calculer ce torseur au point O et ce torseur aussi au point O. Donc le calcul du torseur au point O, ça revient à chercher le moment au point O. Le moment au point O de l'action de 2 sur 1. Bon, si j'applique le principe des actions mutuelles, l'action de 2 sur 1 est opposée à l'action de 1 sur 2. Et par la suite, le moment au point O de 2 sur 1, ça va être le moins du moment au point O de 1 sur 2. Et puis donc, je vais faire un champ du moment en passant par le point B, puisqu'on connaît le torseur de 2 sur 1 au point B, qui est nul bien sûr, et OB vectoriel la résultante. Vous remplacez et puis vous développez. Bon, vous pouvez remarquer ici que j'ai exploité le fait que x1,2 égale à 0. Et finalement, j'obtiens l'expression du moment au point O de 2 sur 1. Et puis, j'aurai aussi besoin de calculer le moment au point O de l'action P sur 1. Bon, je vais passer par le point C, puisque c'est un glissure au point C. Et j'applique le champ de moment. Donc, je remplace le OC, je remplace la résultante. J'aurai à calculer ces deux produits vectoriels. Bon, je développe et j'obtiens finalement l'expression du moment au point O de P sur 1. Ici, je rappelle que l'action de 2 sur 1 elle est opposée à l'action de 1 sur 2. Donc ça veut dire que aussi la résultante de 2 sur 1, c'est l'opposé de la résultante de 1 sur 2. Voilà, une fois on a obtenu les différents éléments nécessaires pour l'application des deux théorèmes, le théorème de la résultante statique et le théorème du moment statique, je peux remplacer. Donc le TRS, c'est la somme des résultantes égale le vecteur nul. Donc je fais mes trois projections et je remplace pour obtenir les trois premières équations scalaires. De même pour le TMS, la somme des moments au point O égale le vecteur nul. On a déjà calculé tous les moments au point O. Il ne reste qu'à faire les projections pour obtenir les trois équations.
Une fois que je combine les trois premières équations issues du TRS et les trois équations issues du TMS, donc j'obtiens en total 6 équations significatives, donc que je regroupe ici dans ces 6 lignes. Donc au total, on obtient combien d'équations avec les deux isolements effectués. Donc le premier isolement, il nous a donné 6 équations significatives. Le deuxième isolement, il nous a donné 6 équations significatives. Donc au total, ça fait 11 équations significatives. Et on sait qu'on a 11 inconnus à déterminer. Donc ça veut dire que notre problème il est résoluble et on peut faire la résolution et calculer les différents inconnus. Bon, voilà, si je combine les différentes équations et je fais la résolution de mon système d'équations, et j'obtiens les différents inconnus de liaison, à savoir que x1 x02, m01 c'est nul, x01 c'est moins px, n01 c'est d fois px, z02 c'est l'opposé de zn2 c'est d sur l pz, et ainsi de suite jusqu'à z01 qui est l moins d sur l fois pz. Maintenant, je vais passer à la deuxième application du cours. Ici, il s'agit d'un problème qui est plan. Ça veut dire qu'il existe un plan de symétrie par rapport auquel les actions mécaniques et les liaisons sont symétriques. Bon, qu'est-ce qu'on vous donne dans cette application? Une poutre 1 en équilibre, il est en liaison avec le bâti au point A, en liaison rotule. Il y a une autre liaison avec le bâti au point B, c'est une liaison ponctuelle en B de normale Y. Bon, les hypothèses, on dit que le poids est négligé et le problème il est considéré plan. Qu'est-ce qu'on vous demande de calculer ou bien de résoudre? Bon, c'est tout simplement la détermination des inconnus de liaison. Bon, ici, il y a deux liaisons. Première liaison entre 0 et 1, c'est la rotule en A. Deuxième liaison ponctuelle entre 0 et 1. Bon, la forme, pour la rotule en A, bon, le moment est nul en A, il reste que les composantes de la résultante qui peuvent être nulles, non nulles, pardon. Et pour la liaison ponctuelle, bon, le moment elle est nul. Et qu'est-ce qu'il reste? Seule la composante suivante Y de la résultante qui peut être non nulle. Bon, à part ça, tous les composants ils sont forcément nuls. Bon, avant de commencer de résoudre ce problème, je vais rappeler un petit peu quelques notions sur les problèmes plans. Bon, lorsqu'on est face à un problème plan, par exemple, je vais considérer le plan XY. Bon, le torseur des actions mécaniques et tous les torseurs ils vont se réduire à cette forme. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les actions elles sont dans le plan. Ça veut dire que sur la résultante, la composante suivante Z elle est forcément nulle. Et pour les moments, tous les moments ils vont être perpendiculaires au plan. Ça veut dire que seule la composante suivante Z de moment elle peut être non nulle. À part ça, donc la composante suivante Z de la résultante elle est forcément nulle. Et les composantes de moment suivant X et Y sont aussi forcément nulles. Bon, ça c'est ce résultat, il est vrai pour un problème qui est dans le plan X, Y. Il faut faire attention si c'est un différent plan, par exemple le plan Y, Z, bon les choses vont changer un petit peu ici. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la résultante elle est dans le plan et le moment elle est perpendiculaire au plan. Donc si vous retenez ça, donc vous allez s'en sortir, peu importe le plan considéré. Maintenant, quel est le résultat, l'effet de ça sur le PFS? Bon, vous voyez que j'aurais pas besoin d'appliquer le TRS suivant la direction Z. Donc le TRS il va fournir que deux équations. Et de même pour le TMS, j'ai pas besoin d'appliquer le TMS suivant X et le TMS suivant Y puisqu'il y a des composantes nulles. Donc j'aurais besoin il y aura que le TMS suivant Z qui va donner une équation qui est significative. Donc en résumé, lorsqu'on est face à un problème plan, le PFS il va nous fournir trois équations scalaires. Deux équations vont être issues du TRS. Bon, pour un problème dans le plan X, Y, ça va être le TRS sur X et le TRS sur Y. Et une équation qui est issue du TMS. Bon, pour le même problème, donc ça va être une équation en projection sur Z. Voilà, maintenant si je reviens à notre problème, si je considère de plus qu'on a un problème plan,
Bon, tout à l'heure, la liaison rotule, il y avait trois composantes qui peuvent être non nulles. Mais si je considère de plus que c'est un problème plan, dans le plan XY, bon, forcément la composante suivante Z, elle est aussi nulle. Et sur la liaison ponctuelle, bon, Z, elle est déjà nulle ici. Bon, il n'y a rien à ajouter de plus. Donc, si je fais maintenant le bilan, j'ai combien d'inconnus au total? Bon, pour la première liaison, j'ai deux inconnus à calculer, XA, YA. Et pour la deuxième liaison, j'ai une seule inconnue à calculer. Donc, au total, j'ai trois inconnus. Ça veut dire qu'il faut appliquer le PFS au moins une fois pour résoudre ce problème. Pourquoi au moins une fois? Parce que on avait tout à l'heure dit que le PFS dans un problème plan, il fournit trois équations scalaires. Donc il se peut que parmi ces trois équations scalaires, il y ait des équations qui ne sont pas significatives. C'est pour ça qu'il faut l'appliquer au moins une fois. Bon, ça peut nous aider à résoudre le problème, sinon il faut l'appliquer une deuxième fois et ainsi de suite. Voilà, maintenant je vais faire les étapes de résolution. Première étape, on avait dit, c'est de faire un schéma d'analyse. Bon, ici j'ai deux liaisons, rotule en A et la ponctuelle en B de normale Y, sans oublier l'action mécanique F qui s'applique sur 1. Bon, pour les isolements possibles, ici il n'y a qu'un seul isolement possible. Bon, c'est le fait d'isoler 1, puisque on n'isole jamais le bâti. Voilà, en isolant 1, j'aurai trois actions mécaniques extérieures. L'action de 0 sur 1 à travers la liaison rotule, et l'action de 0 sur 1 à travers la liaison ponctuelle, et l'action de F sur 1. Donc si j'écris le principe fondamental de la statique, j'aurai l'action extérieure 1 sur 1 égale au torseur nul. Si je détaille, j'aurai les trois actions, 0 sur 1 à travers la liaison A, 0 sur 1 à travers la liaison B, et F sur 1 égale au torseur nul. Maintenant pour le point de calcul, 0 sur 1 à travers la liaison A, c'est une rotule, on connaît la forme en A. Pour le deuxième torseur, c'est ponctuel, on connaît la forme en B. Et pour F sur 1, c'est défini au point C. Donc je peux choisir soit le point A, soit le point B, soit le point C comme point de calcul. Je vais considérer le cas du calcul au point A. Donc ça va être la somme des trois actions mécaniques exprimées au point A qui est égale au torseur nul. Donc ici il faut faire quelques champs de moment. Donc pour le premier torseur, c'est la rotule en A. On connaît déjà la forme en A. Mais il reste à calculer celle-là en A, puisque on connaît la forme en B. Il faut faire un champ de moment pour avoir la forme en A. Et pour celle-là, on connaît le moment au point C. Et donc il faut faire un champ de moment pour connaître le moment au point A. Donc vous avez les détails ici, le moment point A de la liaison 0 sur 1 en B, c'est la liaison ponctuelle. En faisant le champ du moment, bon, je sais que le moment en B de cette liaison elle est nul, reste qu'à remplacer le vecteur AB et la résultante. Bon, un produit vectoriel à calculer ici et j'obtiens l'expression du moment. Pour l'action F sur 1, bon, le moment point A, je vais faire le champ du moment en passant par le point C. Bon, si un glisse sur en C, ça veut dire que le moment en C il est nul. Donc qu'est-ce qu'il reste? AC vectoriel F. Bon, je remplace et je développe pour avoir l'expression du moment. Voilà, maintenant on a tous les données nécessaires pour passer au TRS et TMS. Bon, le TRS, il dit que la somme des résultantes égale le vecteur nul. Donc si je fais les deux projections, puisque c'est un problème plan, projection sur X, projection sur Y, j'obtiens deux équations. Et puis pour le TMS, il s'écrit la somme des moments égale le vecteur nul. Et puisqu'on est dans un problème plan, je sais qu'il n'y a qu'une seule équation scalaire, c'est la projection sur Z. Donc si je fais ma projection, j'obtiens mon équation scalaire. Bon, voilà, au total, j'obtiens trois équations scalaires significatives avec trois inconnus. Ça veut dire qu'on peut résoudre notre problème et déterminer toutes les inconnus. Donc un système de trois équations avec trois inconnus. La résolution, qu'est-ce que ça donne? Ça donne XA, bon c'est déjà évident, cet inconnu est nul. Et puis avec les deux autres équations, en combinant, j'obtiens l'expression de YB et l'expression de YA.
Voilà, j'espère que vous avez un petit peu saisi la démarche qu'on suit pour résoudre un problème de statique. Ici, c'était une démarche qui est assez générale pour déterminer toutes les inconnues. Mais il faut savoir que dans des problèmes ou dans des concours, on ne demande pas toujours de calculer toutes les inconnues. Il n'y a que certains inconnus qui sont demandés. Donc, à savoir que si on demande des inconnus qui sont issus de résultantes, ça veut dire qu'il faut appliquer des TRS. Et si on demande des inconnus qui sont issus de moments, ça veut dire qu'il faut appliquer des TMS. Voilà, et à bientôt pour la prochaine vidéo.